Vernon Presley naît en 1916 à Fulton, au Mississippi. Il épouse en 1933 Gladys Love Smith. En 1935, ils auront un fils qui deviendra le chanteur le plus populaire de son époque. Elvis Aaron Presley vient en 1935 à Tupelo, au Mississippi. Elvis a été un enfant adoré, très proche de sa mère. Les Presley vivaient dans une grande pauvreté. En 1938, alors qu'Elvis n'a que 3 ans, Vernon est condamné à 3 ans de prison. Il est inculpé avec son beau-frère Travis de faux et usage de faux et de falsification de chèques. Il fera 8 mois de prison et Vernon en restera honteux toute sa vie de l'aveu même d'Elvis. C'était une peine sévère car le juge avait voulu donner l'exemple. Vernon a vécu dans le droit chemin par la suite, mais avec une extrême pauvreté et incapable de se trouver du travail, il décide avec sa femme Gladys de déménager à Memphis. Nous sommes en 1948. Jusque-là, l'enfance d'Elvis, qui a 13 ans, est somme toute normale, élevé dans la religion et très proche de sa mère. En 1953, à 18 ans, Elvis enregistre une chanson, My Happiness, au studio de Sun Records pour 3,98 $. C'est un cadeau pour sa mère. C'est son premier enregistrement. En juillet 1954, par les pressions de la secrétaire chez Sun, Marion Kesker, et de Scotty Moore, un musicien qui connaissait Elvis, Sam Phillips accepte de faire un essai avec Elvis, même s'il n'est pas convaincu. Et de fait, Elvis, intimidé, ne réussit pas à s'imposer. Nerveux, la voix mal en place, il s'en retourne chez lui, amèrement déçu. Mais on lui redonne sa chance le lendemain. On essaye plusieurs chansons et ça ne fonctionne toujours pas. À la toute fin de la journée, les musiciens lui suggèrent une chanson qu'ils ont entendu Elvis chanter précédemment. That's Alright, Mama. Et le miracle arriva. Ce que Sam Phillips cherchait depuis longtemps, il venait de le trouver. Un blanc qui chantait comme un noir. Et inconsciemment, juste par sa façon de chanter, Elvis commença à transformer le country classique en country rock, puis plus tard en rock and roll. Jusqu'à la fin de 1954, soit une période de 18 mois, Elvis enregistrera pour la Sun plus d'une vingtaine de titres. Mais la Sun Records de Memphis demeure une petite maison. Et Elvis, qui connaît un succès immense, demeure un succès local. Il est entendu exclusivement au Tennessee et dans une partie du Mississippi. Il a absolument besoin d'une grosse maison de disques pour être distribué à l'échelle nationale. C'est à cet instant que le colonel Parker entre en scène et il signe Elvis pour la RCA Victor le 21 novembre 1955. Il rachète Elvis et ses enregistrements de Sam Phillips pour 35 000 $. Phillips étant en difficulté financière, cette somme était la bienvenue et il ne voulait pas empêcher Elvis d'avancer dans sa carrière. Pendant ce temps, Elvis tournait aux 4 coins dans le sud avec Scotty Moore, Bill Black et D.G. Fontana. Le colonel, lui, s'occupait des engagements pour Elvis et avait de grands projets. À partir de janvier 1956, le gros test arrive.
on enregistre chez RCA Victor. On mise beaucoup sur Elvis. Mais va-t-il être populaire à New York ou Los Angeles avec son accent du Sud? La réponse sera rapide. Sa popularité s'étendra aux quatre coins du pays, bientôt dans le monde entier. Pour le reste de la décennie, il n'y en aura que pour lui. Ce sera sa plus grande période artistique avec plein de succès. Toutes les chansons enregistrées dans les années 50 suffiront à asseoir la renommée d'Elvis pour le restant de ses jours. À cette époque, un trait de caractère d'Elvis va apparaître. Il doit se déplacer à New York pour les enregistrements. Il tourne en spectacle aux quatre coins de l'Amérique. Il va aussi tourner 4 films à Hollywood. Mais il ne veut pas affronter tout cela seul. Il paiera ses amis ou ses cousins pour simplement être avec lui. Il ne veut pas être seul, quoi qu'il en coûte. Cette peur de la solitude va le hanter toute sa vie. En 1957, Elvis achète Graceland pour 102 500 $. Il achète cette propriété pour lui, mais aussi pour ses parents, sa grand-mère, la sœur de son père. Comme à son habitude, Elvis s'entoure au maximum. Même des cousins d'Elvis vont s'installer dans des dépendances proches de Graceland, à proximité. Elvis est sur un nuage. Il est le chanteur le plus populaire. Il devient riche. Il est acteur. Tout lui réussit. Mars 1958, le rêve prend fin brutalement. Contre toute attente, à la surprise générale, Elvis doit faire son service militaire alors qu'il était certain que son statut l'exempterait de le faire. Il a fondu en larmes selon son père et ses amis. Pourquoi moi, alors que je pourrais rester là et faire tellement plus de fric? Il était tourmenté. Il ne comprenait pas pourquoi il devait partir. Durant tout son service militaire, sur les mauvais conseils du colonel, il n'enregistre plus. Pendant 21 mois, même si on a des chansons en réserve, on gaspille presque 2 ans, alors qu'Elvis est au sommet de son art et que même en service militaire, il aurait pu enregistrer les soirs et les fins de semaine. Le colonel, lui, voulait créer l'attente pour célébrer son grand retour au début des années 60. Ce sera la première grande erreur du colonel, et pas la dernière. Il va être assigné à Fort Hood au Texas dans un premier temps. Au mois d'août 1958, Gladys, la mère d'Elvis, tombe gravement malade. Elle décède le 14 août d'un arrêt cardiaque. Elvis en sera fortement ébranlé. Sa mère avait sur lui une autorité qui aurait pu lui faire éviter tous les pièges dans lesquels il tombera plus tard. En perdant sa mère, Elvis perd le fil conducteur de sa vie. Il sera ensuite transféré en Allemagne, où son groupe ira relever les troupes de la 3e division armée. Il arrive en Allemagne au début octobre, et comme à son habitude, bien entouré. Il loue une maison pour son père, sa grand-mère, ses amis Red et Sonny West et Curry Grant. Il rencontrera Joe Esposito, qui deviendra son ami et son road manager, et Charlie Hodge, qui va demeurer avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et surtout, c'est là qu'il va découvrir les pilules qu'un sergent va lui offrir pour rester éveillé lors des manœuvres militaires. Sans qu'il le sache, Elvis va commencer à creuser sa tombe, même s'il n'a que 25 ans. Finalement,
il rencontrera Priscilla Beaulieu, qui n'a que 14 ans, fille du capitaine Beaulieu. Cary Grant, qui allait chercher des filles pour les soirées d'Elvis, repéra Priscilla à l'Eagle Bar, qui était un lieu de rencontre pour les familles d'aviateurs. Avec l'accord du père qui a rencontré Cary, Priscilla a été conduite chez Elvis, où il y avait beaucoup de monde, avec la promesse de la ramener tôt. Elvis a dû aller par la suite à la rencontre des parents de Priscilla à leur domicile. La rencontre se déroula bien, mais la grande question arriva. Le capitaine Beaulieu demanda « Que cherchez-vous avec ma fille qui n'a que 14 ans ?» De toute évidence, Elvis avait préparé sa réponse. Il répondit qu'il avait beaucoup d'affection pour elle. Priscilla était très mûre pour son âge et il se sentait bien seul. Il sentait qu'il pouvait tout lui dire. Il rassura le père de Priscilla en lui disant qu'il prendrait bien soin d'elle. À partir de ce moment-là, Elvis et Priscilla se voyaient à chaque soir au domicile d'Elvis. À chaque fin de soirée, Cary Grant ramenait la jeune fille au domicile de ses parents. Toutes les filles étaient jalouses de Priscilla. Lors des soirées, Elvis ne s'occupait que de Priscilla. Tout l'entourage sentait que ce n'était pas la même chose quand Elvis parlait d'elle. En mars 1960, le service militaire est terminé. Elvis arrive à Memphis. Il reçoit une somme de 125 000 $ pour apparaître dans un spécial télé avec Frank Sinatra. Il signe un lucratif contrat avec RCA Victor. Il reçoit un salaire annuel de base de 200 000 $, en plus des droits d'auteur sur toutes les chansons qu'il enregistrera. Il reçoit 600 000 $ par film, plus une part des bénéfices. Par la suite, des sessions d'enregistrement en début et en fin d'année. La vie continue de sourire à Elvis. Il s'enrichit. Il est un chanteur encore très populaire. Et maintenant, il va tourner à Hollywood des films pendant des années. C'était la fête en permanence dans la résidence d'Elvis à Hollywood. Elvis et sa bande surnommée The Memphis Mafia ne se privaient pas de ce que l'argent et la gloire pouvaient leur amener. Elvis, lui de son côté, s'enfonçait peu à peu dans les pilules et les excitants. Entre les tournages, tout le groupe revenait à Graceland par la terre ferme, par d'énormes caravanes et camions. Un vrai cortège jusqu'à Memphis, où Priscilla attendait sagement Elvis depuis 1961. Priscilla avait fait un séjour à Memphis en 1960 à Noël. Quelques mois plus tard, elle demeure en permanence à Graceland, sous le tutorat de Vernon, le père d'Elvis. Ce rythme effréné dure toute la décennie. Enregistrement des bandes-son de ses films, tournage de 3 films par an, la fête à Los Angeles et des virées à Las Vegas. Elvis vit sa vie à une vitesse folle. Mais pour combien de temps? Elvis est au sommet de sa popularité jusqu'en 1964. Par contre, artistiquement, c'est une autre histoire. Dès mars 1963, il arrête les enregistrements originaux pour dorénavant n'enregistrer que les bandes-son de ses films, qui sont de plus en plus mauvaises. Très mauvaise décision, prise sous l'influence du colonel Parker, qui ne voyait pas l'intérêt dans des albums originaux. Il ne pensait qu'à l'argent que rapportaient les films. Peu à peu, Elvis est éclipsé par tous les nouveaux groupes qui vont dominer les années 60.
Elvis n'est plus qu'un acteur de cinéma. Mais les bonnes ententes que le colonel a négociées à la hausse permettent à Elvis d'engranger des revenus considérables. Elvis est une machine à imprimer de l'argent. Les années passant, le colonel est de plus en plus inquiet. Il constate qu'Elvis change de plus en plus. Il doit le ramener à l'ordre de plus en plus souvent. Il se plaindra des proches en confiant « Le gamin a changé, il n'est plus comme avant ». En 1967, les signes évidents apparaissent chez Elvis quant à sa consommation de pilules. Il ne se présente pas à une session d'enregistrement, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel et ne veut plus en sortir. Sonny West, qui faisait partie de l'entourage constant, connaissait très bien le problème d'Elvis, les pilules. Mais comment en parler quand tout le monde travaille et dépend d'Elvis? Son entourage sait tout, mais est prisonnier d'Elvis. En mars 1967, Elvis arrive pour un tournage, le visage joufflu, avec 10 kilos en trop. Et de plus, il est erratique. Un peu plus tard, Elvis chute dans la salle de bain et les médecins constatent une commotion cérébrale. Elvis devra être au repos pour quelques jours. Dès cet instant, le colonel Parker va user de l'autorité qui lui reste sur Elvis pour tenter de ramener les choses dans la bonne direction. Le lendemain, toute la bande est rencontrée par le colonel lui-même, en présence d'Elvis, qui ne dira pas un mot de toute la rencontre. Parker va vertement critiquer le groupe, qui sont censés être auprès d'Elvis pour veiller sur lui. Il avance même que certains vont devoir commencer à gagner leur vie par eux-mêmes et cesser de vivre au crochet d'Elvis. Après cet épisode, les choses ont semblé rentrer dans l'ordre, du moins pour un certain temps. Mais ce que le colonel ne comprenait pas, c'est qu'Elvis était un drogué qui continuait à prendre des pilules de toutes sortes. En ne s'occupant pas de ce problème, il ne faisait que reporter à plus tard la descente aux enfers d'Elvis. Elvis reprend les tournages. Les films sont de plus en plus mauvais. Les ventes d'albums sont au point mort. Les contrats de cinéma finissant en 1969 ne seront pas renouvelés car peu rentables. 1968, le colonel négocie avec NBC un spécial télé de Noël. Elvis va plonger à fond dans le projet et durant l'été, ils vont mettre en boîte un spécial d'1 heure de très grande qualité qui finalement n'aura aucun rapport avec Noël. De belles chorégraphies, des chansons live avec un public en studio et une finale avec If I Can Dream. Le succès pour les codes d'écoute est au rendez-vous et on constate qu'Elvis est encore un nom qui peut attirer, pourvu que sa carrière soit bien menée. Mais comme on va le constater, ce ne sera pas le cas. C'est la fin d'une étape pour Elvis et la dernière étape de sa vie va commencer dès le début de 1969. Janvier-février 1969, super session d'enregistrement au American Sound Studio de Memphis, qui est la propriété de Chips Moman, un excellent producteur
qui a le flair pour reconnaître les bonnes chansons. Chips Moman et les musiciens du studio enregistraient pour Neil Diamond et d'autres artistes comme Aretha Franklin, Wilson Pickett et bien d'autres. C'était un petit studio, mais bien équipé. Bon équipement pour une bonne prise de son et d'excellents musiciens. Les musiciens à prime abord ne sont pas enthousiastes pour travailler avec Elvis Presley, qui selon eux est fini, n'est plus dans l'air du temps. De plus, Elvis est réputé pour être obstiné en studio, voulant tout réglementer. Le colonel et son entourage avaient averti Chips Moman de s'accommoder d'Elvis, de ne pas l'affronter. Ce qui comptait, c'était faire une bonne session pour sortir de bonnes chansons pour relancer Elvis. RCA misait beaucoup sur cette session. Elvis, dès le début, arrive avec toute sa bande. Il sort un cigare, tout le monde veut lui donner du feu. Les musiciens sont ahuris de voir ça. Ce n'est rien pour les encourager à travailler avec lui. Presley donne l'impression d'un dictateur qui règne sur ses sujets. La session débute et tout de suite, Chips va ignorer les avertissements du colonel et il va asseoir son autorité sur Elvis. Il l'interrompt alors qu'Elvis chante et lui dit « On recommence une autre prise » et Elvis ne fera pas obstacle. Il se pliera à l'autorité de Chips. Chips, lui, avait reçu les confidences d'Elvis, lui disant qu'il avait besoin d'enregistrer des succès. Contrairement aux employés d'Elvis, Chips ne travaillait pas pour Elvis et n'avait pas besoin de lui pour vivre. Chips Moman écarte des chansons qu'Elvis veut faire au profit d'autres chansons. Dans l'esprit de Chips Moman, c'était « Tu veux faire une bonne session? Alors ça va être à ma manière. » Et Elvis s'est plié aux exigences de Chips. Il a été d'un commerce agréable avec tout le monde. Soir après soir, Elvis arrive à l'heure, travaille dur. À mesure que la session avance, la magie d'Elvis opère et les musiciens changent d'opinion et ils se rendent compte qu'ils ont devant eux un immense artiste. Négatif au début, il en était rendu à avoir hâte de prendre part aux enregistrements qui allaient constamment vers le haut. En un peu plus d'un mois, 34 chansons, plus belles les unes que les autres, vont être enregistrées. RCA va en tirer 2 albums et une demi-douzaine de simples. La renaissance d'Elvis est assurée. Il place 3 titres dans le top 10. In the Ghetto, Don't Cry Daddy, Suspicious Mind. Elvis veut recommencer les tournées et les séjours à Las Vegas vont débuter. Une mode qui va être imitée par bien d'autres. Le colonel négocie une entente extraordinaire et avec le succès va pouvoir la renégocier constamment. Elvis va s'entourer d'un groupe, Ronnie Tutt à la batterie, Glenn Harden au piano, John Wilkinson à la basse, les Sweet Inspiration au chœur et surtout James Burton, un des meilleurs guitaristes de l'époque. On répète plus de 200 chansons pour le spectacle qui va avoir lieu 2 fois par jour durant le mois d'août. 80 000 $ de frais pour son orchestre, 125 000 $ par semaine pour Elvis au début. Par la suite, 1 million par année pour 2 séjours, pour 8 semaines en août et février. Le colonel fait une publicité monstre et il dit à Elvis «
Si ça ne marche pas, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même, car même les écureuils du désert sauront que tu es là. » Le soir de la première, ce fut un succès monstre avec Elvis hyperactif qui se donne à fond 2 fois par soir, fait un tabac pendant 4 semaines. Après le premier spectacle, le colonel, pour une rare fois, sera émotif et il prendra Elvis dans ses bras. Le spectacle est fameux. Elvis est survolté sur scène et on sait pourquoi, les pilules et les excitants. Après les spectacles, c'est la fête toutes les nuits et au matin, il prend des somnifères pour redescendre et dormir. Et à son réveil, des excitants pour remonter. Il se détruit à petit feu. Le cirque à Las Vegas va continuer jusqu'en 1976. Par contre, la qualité artistique va baisser peu à peu. Elvis, à partir de 1973, va reporter des spectacles. Son état de santé va annuler bon nombre de représentations. Et malgré la qualité franchement mauvaise, ce sera toujours sold out à Las Vegas. Elvis est un nom magique et il remplira toujours les salles jusqu'au dernier concert de sa vie. Un documentaire, That's the Way It Is, sera tourné en août 1970. C'est un fidèle témoin des répétitions et des spectacles qui furent donnés. On voit un Elvis mince au sommet de son art. Par la suite, les tournées vont se succéder les unes après les autres à un rythme élevé jusqu'à 1977. En 1972, on tourne Elvis on Tour, excellent documentaire sur sa tournée d'avril. La qualité des spectacles est toujours là, mais Elvis a le visage bouffi et selon les témoins de l'époque, il est très pâle. En janvier 1973, c'est le fameux spectacle Aloha à Hawaï via satellite, vu en direct dans une grande partie du monde. Il maigrit de façon brutale au mépris de sa santé. Ce sera le dernier grand succès commercial d'Elvis, avec plus de 5 millions d'albums vendus à l'époque. Par la suite, la descente aux enfers va commencer et elle va être vertigineuse. Durant la seule année 1973, Elvis fera 3 surdoses. Le 9 octobre, le divorce avec Priscilla est prononcé. Le 15 octobre, Elvis est hospitalisé. Il a de graves problèmes respiratoires. Les médecins constatent la gravité de son état. On découvre une forte dépendance aux médicaments. On finit par découvrir qu'Elvis se fait donner des injections de Demerol quotidiennement, un puissant anesthésique qu'un médecin sans scrupules de Californie lui prescrivait. On met Elvis sous méthadone pour tenter de traiter ses dépendances. On constate aussi qu'Elvis a de graves problèmes gastriques qui sont causés par toutes les substances qu'il consomme. Le docteur personnel d'Elvis soigna Elvis du mieux qu'il put pour remettre Elvis sur pied. Les choses se passent relativement bien durant l'hospitalisation d'Elvis. Elvis va retourner par la suite à Graceland pour se reposer pour le reste de l'année. À son arrivée, une scène triste va se produire. Elvis sort de la voiture et son père Vernon doit le prendre dans ses bras et l'aider à grimper les quelques marches menant à l'entrée de Graceland. Elvis n'a que 38 ans, mais il est faible. Il n'a jamais été aussi vulnérable. Décembre 1973,
Sous les pressions constantes de RCA Victor, Elvis entre en studio et enregistre 18 chansons. La session est difficile. Elvis enregistre difficilement. Mais les résultats seront concluants. Malgré tous ces problèmes, Elvis est encore capable du meilleur. L'année 1974 est une année folle. Elvis donne 157 concerts. Elvis est excentrique sur scène. Il se permet même parfois des remarques désobligeantes sur certaines personnes. Le public parfois ne comprend pas de quoi Elvis parle. Mais qu'importe, on pardonne tout au King. Le colonel de son côté est inquiet. On avait parlé sérieusement à Elvis durant son séjour à l'hôpital. On l'avait bien averti que s'il ne changeait pas ses habitudes de vie, que l'issue serait fatale. Mais le colonel voyait bien que rien n'avait changé. C'était peut-être même pire qu'auparavant. Le colonel n'avait plus aucune autorité sur Elvis, qui explosait si Parker tentait d'aborder certains sujets. Le colonel est sous pression avec RCA Victor. Elvis ne respecte pas les ententes signées. Il doit enregistrer au moins 30 chansons par année. En 1974, Elvis n'enregistrera aucune chanson. Le colonel est conscient que les choses ne peuvent plus continuer de cette manière. La carrière d'Elvis est en péril, surtout si le public découvre les problèmes de consommation d'Elvis. Après une année 1974 avec de constantes tournées, Elvis, tout à coup, début 1975, ne veut plus faire de tournées. Encore une fois, le colonel ne sait plus quoi faire. Les tournées sont programmées. L'enjeu financier est énorme. Le colonel se rend en personne à Graceland, ce qu'il ne faisait jamais. En discutant pendant des heures, avec la manière douce, en lui faisant miroiter tout l'argent en jeu, il parviendra à convaincre Elvis de reprendre le collier. Mais ce n'est pas pour autant qu'Elvis reprendra le chemin des studios. En mars 1975, Elvis enregistre à peine 10 chansons, bien loin des 30 qu'il est censé donner à RCA. Un autre séjour à l'hôpital ne va absolument rien donner. Encore une fois, le docteur Nick Nikopoulos va faire de son mieux, mais rien n'y fait. Malgré ses promesses, Elvis retombe constamment dans sa consommation. 1976, les concerts continuent. Devant le refus d'Elvis de se présenter en studio, RCA Victor va installer à grands frais un studio à Graceland même. Elvis, à prime abord, est très réceptif à l'idée. Il pourra enregistrer dans le confort de sa demeure. Mais les choses ne changeront pas. Elvis passe des soirées dans sa chambre alors que les musiciens l'attendent au studio. Elvis est complètement désintéressé. Il n'a plus confiance en ses moyens. Il a des difficultés à se concentrer. Sa voix est tremblotante et les aigus sont difficiles. Malgré tout, en 2 sessions, on parviendra à tirer 16 chansons. On est encore loin des obligations envers la maison de disques. De l'aveu même de Priscilla, Elvis n'aurait jamais dû tourner en 1977. Il était malade, les spectacles étaient mauvais. Il oubliait des paroles de chansons, il semblait égaré. Il chantait ses chansons sans conviction. Il était tout simplement au bout du rouleau. En janvier, RCA perd patience et avertit le colonel qu'Elvis doit enregistrer au moins 20 chansons. Elvis accepte de se rendre à Nashville
tout est prêt. Les musiciens l'attendent en studio. Le producteur Felton Jarvis aussi. Puis le téléphone sonne. C'est Joe Esposito qui les informe qu'Elvis, en arrivant à Nashville, a demandé qu'on fasse demi-tour. Elvis n'enregistrera plus jamais. Le colonel pique une colère à Elvis en lui disant qu'il va perdre sa carrière, qu'il va annuler les tournées. Mais Elvis l'écoute calmement et fait la sourde oreille. Les tournées continuent jusqu'au 26 juin 1977 à Indianapolis. Durant l'été, Elvis est à Graceland. Il est dans sa chambre presque en permanence. Le 16 août, vers 13 heures, Ginger Holden, son ami du moment, le trouve sur le plancher de la salle de bain. Il est sur le côté, le visage dans une mare de vomi. On estime qu'il est décédé depuis au moins 3 heures, soit vers 9 heures. Le 16 août 1977, Elvis Presley, le King, mourait à l'âge de 42 ans. Son décès fit le tour de la planète. Avec lui, une époque glorieuse se terminait. L'homme qui avait révolutionné le rock and roll nous quittait.